En manchette cette semaine, le déraillement de train survenu à Sainte-Hélène de Kamouraska le vendredi 10 octobre. Un nouveau projet pilote dans la MRC du Kamouraska et Aliment Asta de Saint-Alexandre investit plus de 6 millions de dollars. Mesdames et messieurs, bienvenue au 18h30. Exceptionnellement, cette semaine, votre bulletin de nouvelles a été enregistré le dimanche 12 octobre en raison du déraillement de train survenu à Sainte-Hélène vendredi le 10 octobre. L'équipe de TVC9 était les premiers sur place pour fournir les images que vous avez pu voir sur les grands réseaux. Voici le reportage complet que nous vous avons préparé au courant de la fin de semaine. Le vendredi 10 octobre, un train de marchandises entre en collision avec un camion remorque sur la voie ferrée à Sainte-Hélène. Un seul blessé, le conducteur du train qui s'en tire avec une fracture du coude. 20 wagons sont accidentés, dont 10 sortent des rails, dont un transportant du chlore. En raison de cette citerne, 144 personnes sont évacuées dans un périmètre de 300 mètres. Les autorités prennent toutes les précautions pour sécuriser les environs. La cause du déraillement n'est pas connue. Le samedi 11 octobre, les débris sont ramassés et les travaux de reconstruction des rails se poursuivent pendant que les employés du CN s'affairent à vider l'engin, le moteur du train, de son huile et de son diesel. La municipalité fait parvenir une lettre sur l'état de la situation à tous les résidents de Sainte-Hélène pour apaiser leur inquiétude et leur demander de préparer leurs effets personnels si la situation changeait pour ainsi faciliter l'évacuation totale de la municipalité. Toutefois, aucune autre mesure d'évacuation ne survient au courant de la journée et le transport ferroviaire reprend au courant de la soirée. Le lieutenant Thibodeau de la Sûreté du Québec précise. Présentement, nous savons que nous avons un déversement de produits toxiques. Ça a nécessité un périmètre de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de vie. On a présentement un périmètre de 300 mètres d'établi autour de la citerne. On est présentement en analyse sur les lieux là-bas à savoir comment on va déplacer cette citerne et décharger cette citerne et faire quitter les lieux à tout cet attirail. On ne sait pas combien de temps ça va prendre présentement. On ne sait pas si on ne devra pas passer un périmètre plus grand ou un périmètre plus petit. C'est présentement, on est dans une situation d'analyse et d'enquête. Présentement, il n'y a aucun danger. On prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des gens de Sainte-Hélène. Présentement, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune fuite du réservoir, il n'y a aucune fuite. Il y a des lectures qui sont faites avec des appareils aux 12 secondes autour de cet appareil-là, savoir s'il y a émanation de produits toxiques. Et présentement, il n'y en a aucun. Ces mesures-là sont prises en continu. On s'assure de tout ça. Le périmètre de 300 mètres présentement est suffisant. Si on venait qu'à faire des travaux sur ce citerne-là, il est possible que par nécessité qu'on agrandisse le périmètre, mais présentement, c'est rien de déterminé. On est toujours en analyse de la situation. Le dimanche 12 octobre, l'évacuation persiste sur le périmètre de sécurité jusqu'à lundi. Des mesures sont prises de l'avant pour faire le transbordement de la citerne en toute sécurité. Nous avons rencontré à cet effet Mme Rose-Hélène Bouffard, maire de Sainte-Hélène, pour nous faire un bilan de la fin de semaine. Mme Bouffard, suite au déraillement du train survenu le 10 octobre, quelles ont été les mesures qui ont été prises par la municipalité? Alors, les mesures qui ont été prises par la municipalité, ce sont la première chose de voir est-ce que nos citoyens et citoyennes soient en sécurité. Alors, avec la discussion, le CN et les personnes qui entouraient cet événement, nous avons pensé de faire une évacuation de 300 mètres autour de l'accident et surtout du wagon dont il possédait du chlore. Alors, cette démarche a été faite. Et aujourd'hui, si je peux dire, on en sommes rendus que nous gardons cette sécurité puisqu'au moment où on se parle, on commence à faire le transbordage du chlore à un autre wagon. Quand on arrive dans une urgence, ou surtout avec des produits chimiques, il faut toujours voir d'avance qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est une bombe. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est triste à dire, mais il faut être prévenant, avoir une sécurité pour toutes les personnes. Et je sais que des fois, ça incommode, mais nous pensons à la vie de tous les gens. Avant midi, à 11 h, on a eu un rendez-vous avec toute l'équipe qui travaille autour de l'accident. Alors, on nous a confirmé la démarche qu'ils faisaient pour le transbordage. Et tout est sous contrôle, alors, mais il faut suivre de près au cas où. Alors, c'est pour ça que nous nous tenons en poste pour s'y arriver quelque chose, mais ça, c'est l'imprévu. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver.
c'est l'imprévu. Mais nous sommes toujours en contact avec les personnes qui travaillent. Et s'il y a quelque chose, on agira en conséquence. Une assistance à la municipalité pour la planification des mesures d'urgence a été effectuée par la Sécurité civile. Madame Diane Mignot, conseillère en sécurité civile, nous explique. Vous, votre rôle en tant que conseillère en sécurité civile, ça consiste en quoi? Alors, les conseillers en sécurité civile, comme d'ailleurs toute notre organisation, on est en soutien aux municipalités. Alors, nous, comme c'est notre travail quotidien de planifier des mesures d'urgence, etc., on est plus en mesure, avec les municipalités, de les faire anticiper des problèmes à venir et de les faire bénéficier de l'expertise qu'on développe et du réseau aussi des gouvernementales qui pourrait venir en soutien à la municipalité. Si jamais la situation avait dégénéré, on a quand même plusieurs ministères qui sont en appui à la municipalité. Dimanche 12 octobre, 14 h, quelles ont été les procédures jusqu'à présent qui ont été déployées? Alors, bien, la municipalité, d'abord, on suit l'événement. On a évidemment des contacts réguliers avec les gens d'autres ministères, dont le ministère de l'Environnement, qui sont sur le terrain. Et évidemment, avec des responsables, on a un agent de liaison avec le responsable du CN et les responsables de la Sûreté du Québec. Urgence Environnement Rimouski a apporté assistance technique lors des dispositions des déchets toxiques et des sols contaminés. Monsieur Bertrand Hébert. Notre rôle était d'assister les intervenants ici terrain au niveau de l'environnement, la protection de l'environnement. Principalement, nous, on s'occupe de la disposition de tous les déchets, les débris, les suites des opérations. On a un travail aussi à vérifier au niveau des sols contaminés, de quelle façon ça va être caractérisé, de quelle façon ça va être aussi disposé. On fait une présence active sur le terrain à ce niveau-là. Au niveau du produit comme tel, la matière dangereuse qui est le chlore, nous, on a plus un rôle, s'ils ont besoin de nous autres, en collaboration avec le bureau, on a un bureau de coordination à Québec, on est capable d'amener un support finalement technique en cas de problème ou en cas de pépin. Parce qu'il faut bien s'entendre que pour cette partie-là, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais été question d'un déchet ou d'un produit gazeux dans l'environnement. Ça a toujours été confiné. Il n'y avait pas de fuite au réservoir. Donc, notre intervention n'a pas été à ce niveau-là aucunement. C'était plus au niveau... on a assisté, on a fait le suivi, on a regardé, actuellement, ils ont pompé les produits qui étaient écoulés dans l'environnement, dont du diesel et les huiles qui provenaient des locomotives accidentées. La partie, la phase liquide a été pompée, ça a été récupéré à l'aide d'une compagnie de récupération. C'est parti à Lévis actuellement, cette partie-là, liquide. Les sols contaminés en place, il y a un suivi là-dessus. Ils ont mis des absorbants aux intersections des fossés ou pour finalement contrer toute fuite qui pourrait ressortir des sols contaminés dans les alentours des voies accidentées. La préparation du transbordement de la citerne de chlore a entraîné un exercice minutieux ainsi que des tests préalables pour maximiser la réussite de l'opération. Monsieur Pierre Leclerc, directeur des communications au CN. Alors effectivement, depuis midi 15 aujourd'hui, on s'affaire à préparer le transbordement du chlore d'une citerne à l'autre. Idéalement, on aurait aimé quand même faire le transbordement dans une autre région. On avait des voies d'évitement un peu plus loin, sauf que Transport Canada nous ont obligés à le faire sur place, ce qui amène encore l'évacuation, etc. Alors, ce qui s'affairait depuis midi 15 qu'ils ont fait, ils ont préparé les boyaux de transbordement, s'assurer que c'est étanche, on fait des tests d'étanchéité, etc. Tout est parfait. Alors, on a fait venir l'autre wagon par la suite, l'autre citerne qui était vide, la mettre en place. Et par la suite, c'était l'installation des boyaux sur l'autre citerne, faire des tests de pression, s'assurer que tout est parfait. Et puis, dans les prochaines minutes, on devait débuter vers 17 h, mais finalement, ça va être vers 16h45, vers 15h45, pardon. On va être en mesure de commencer le transbordement. Alors, ça fait notre affaire parce qu'on va gagner un petit peu de temps. Alors, ils font un test, ils vont partir au niveau de sécurité, on fait un code, tout le monde est briefé et informé des mesures de sécurité, etc. Par la suite, on a toujours le périmètre de 300 mètres qui existe. Garder ce périmètre-là étanche. Et par la suite, on va être en mesure de commencer à transvider le produit, transférer le produit d'une citerne à l'autre. Et c'est un processus qui peut durer de 12 à 16 heures environ.
Au niveau du transbordement, il y a des spécialistes, alors des gens de la compagnie PCI, Pioneer. On a des gens du CN. Alors au total, il y a 8 personnes qui sont vraiment sur le site. Alors il y a des gens qui sont des sentinelles qui sont sur les wagons pour s'assurer que ça se fait dans la règle de l'art. Il y a des gens qui font de l'échantillonnage constant au niveau du vent, au niveau des détecteurs de gaz, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Alors c'est vraiment pris très au sérieux et puis c'est comme ça que les gens travaillent. Alors c'est des professionnels, il faut leur faire confiance. Suite au déraillement, c'est évident que, bon, étant donné que la voie ferrée était obstruée, ce qu'on a fait, on a dégagé la voie ferrée en mettant les wagons de chaque côté. C'est sûr qu'il y avait le wagon de Clark qui était là, puis finalement, la décision était de le faire sur place. Alors, on a rebâti la voie ferrée, à peu près 300 pieds de voie ferrée hier, et puis on a pu rétablir la circulation ferroviaire depuis hier soir vers les 19h30 et jusqu'à aujourd'hui vers les midis. Alors, il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de trains qui étaient déjà en retard. On avait au moins 20 à 22 trains hier en fin de journée qui étaient retardés ou arrêtés. Et puis plus les trains VIA qui, eux, transportaient les passagers par autobus de la Pocatière à Rivière-du-Loup dans les deux sens. Alors, avec l'accumulation d'autres trains, on a pu en faire passer quand même une quinzaine aujourd'hui. Et aussitôt que le transbordement est complété, par la suite, on pourra réintégrer les gens peu à peu dans leur résidence et continuer les travaux et rétablir la circulation ferroviaire. C'est trop tôt, malheureusement, pour chiffrer ou mettre un chiffre quelconque. C'est évident qu'il y a beaucoup de matériel et beaucoup de pertes. On a 2 locomotives. Il y en a une qui est vraiment une perte totale. La deuxième est lourdement endommagée. Et puis, sur une vingtaine de wagons, on en a 18 actuellement qui sont pratiquement irrécupérables, là. Alors, oui, ça a créé beaucoup de dommages. 300 pieds de voie ferrée. Écoutez, les chiffres, c'est quand même difficile à évaluer actuellement, mais c'est quand même un déraillement assez majeur.